Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site Atout Plus 3 et sur les pages Facebook du groupe. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce deuxième chat de l'année dédié à la préparation du concours qui va avoir lieu bientôt. Et pour répondre à toutes vos questions, celles que vous avez déjà posées depuis quelques jours et celles que vous pouvez dès à présent continuer de poser, et nous efforcerons d'y répondre pendant l'heure qui va être consacrée à présent. Nous accueillons donc trois invités. Didier Verly, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Bachelor à l'EM Strasbourg. Tout à fait. À vos côtés, Nicolas Hans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en deuxième année en Bachelor Affaires internationales, également à Strasbourg. Et bien sûr, notre invité phare, si je puis le présenter ainsi, Christian Chanel, délégué général et surtout habitué, puisque maintenant vous êtes régulier sur ces chats pour nous présenter le concours Atout Plus 3. Et justement, peut-être en introduction, avant de prendre les premières questions, peut-être planter un petit peu le décor. Dites-nous exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Quelques mots d'introduction concernant le concours Atout Plus 3. C'est un concours commun post-bac qui est donc commun à 8 grandes écoles de commerce et de management. Je les cite rapidement. Donc c'est tout d'abord l'école Atlantique de commerce qui fait partie du groupe Audencia et qui est basée à Nantes. L'école de management de Normandie qui a plusieurs campus, principalement au Havre et à Caen. L'école de management de Strasbourg ici bien représentée. L'ESC Dijon-Bourgogne qui, elle aussi, a deux campus, non seulement à Dijon, mais désormais également à Lyon. Grenoble École de Management, le groupe Subdeco La Rochelle, Noventia Business School Paris, donc à Paris, tout près de la gare Montparnasse. Et enfin, Télécom École de Management, qui est basée à Ivry et qui fait partie de l'Institut Mines Télécom. D'accord, donc voilà pour le décor. Maintenant, si vous le voulez bien, on est parti. 1 heure de questions-réponses. Alors, on essaye d'être concis pour en prendre un maximum, mais on essaye évidemment de donner les bonnes réponses à toutes ces questions. Alors, la première, c'est Arthur, qu'est-ce qu'un bachelor et comment s'y prépare-t-on? Bon, déjà, peut-être planter le décor. Qu'est-ce qu'un bachelor et la préparation? Là, on y viendra par la suite. Un bachelor, c'est déjà un parcours de 3 ans. C'est un parcours de 3 ans qui s'offre à des lycéens. Et des lycéens qui aujourd'hui, à travers toutes leurs orientations possibles et imaginables, ils découvrent un parcours sur lequel ils vont découvrir chez nous, dans notre banque d'école, la possibilité de se professionnaliser, la possibilité d'avoir des expériences à l'international et aussi de poursuivre leur parcours, s'ils ne rentrent pas sur le monde professionnel au bout des 3 ans, de poursuivre leur parcours dans une école de commerce par exemple, à Bac+5. D'accord, et peut-être Nicolas, alors vous-même, vous êtes en bachelor, allons-y tout de suite dès les premières minutes. Voilà. Pourquoi avoir choisi le bachelor et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui concrètement? Moi, après le bac, je ne savais pas exactement quoi faire. J'ai regardé sur Internet des solutions en post-bac et j'ai un ami qui était à l'ESC de Dijon et qui m'avait recommandé le bachelor en me disant que c'était quelque chose de très bien et que c'était surtout, c'était une licence qui se faisait en 3 ans, donc on pouvait arrêter au bout de 3 ans. Mais on pouvait aussi continuer sur un master en 5 ans. Et ça me plaisait parce que, à l'époque, je ne savais pas encore exactement si j'allais faire 3 ou 5 ans. Et donc, voilà. Et donc vous voilà ici maintenant, d'accord. Voilà. Justement, la question de Mathieu Dorin complète un petit peu votre réponse. Ça s'adresse à qui les bachelors? Est-ce que c'est uniquement pour les bacheliers? Alors, notre point d'entrée au niveau du concours, c'est effectivement de positionner au poste de bac, mais nous accueillons dans nos parcours des étudiants qui ont fait 1 an, 2 ans dans d'autres formations et qui ont découvert notre formation bachelor un peu plus tard que le futur bachelier que nous attendons pour la rentrée prochaine. Donc le concours est ouvert aux élèves de terminale qui vont passer le bac au mois de juin cette année, pour la grande majorité d'entre eux, mais effectivement à ceux qui sont déjà titulaires du bac, déjà engagés dans un parcours d'études supérieures et qui souhaitent se réorienter. Donc il est tout à fait possible pour ces personnes-là de passer le concours Atout Plus 3. Ce que je voulais souligner juste au niveau du bachelor, c'est que les 8 écoles que j'ai citées précédemment sont toutes des écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles, qui délivre donc des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, aussi bien à Bac+3 donc pour le bachelor qu'à Bac+5 pour le master, alignés donc sur ce qu'on appelle le LMD, le système d'harmonisation européenne des diplômes, autour des 3 niveaux, Bac+3, licence à l'université, bachelor en école de commerce, master à Bac+5 et doctorat à Bac+8. Et donc partage un certain nombre de valeurs et d'atouts qui sont communes à ces 8 écoles.
L'intérêt, et Nicolas l'a souligné, pourquoi faire un bachelor, pourquoi intégrer une école de commerce juste après le bac? Ça permet, quand on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, et c'est normal, à 17, 18 ou 19 ans, de pouvoir acquérir les fondamentaux de la gestion et de découvrir toutes les facettes de l'entreprise en 3 ans, d'obtenir un premier diplôme à Bac+3 et d'avoir le choix par la suite, soit effectivement de commencer à travailler, soit de poursuivre les études. Et quand on dit poursuivre les études, ça peut être dans la même école ou ailleurs. Et ça peut être en France comme à l'international. Alors justement, vous faites la jonction avec la question suivante, qui n'était pas immédiatement, mais je le vois, on va pouvoir rebondir dessus. C'est une question pour Nicolas. Est-ce que tu veux continuer tes études après ton bachelor? C'est Diego qui te pose la question. Ben oui, je me suis décidé, disons, cette année, vers le fin de l'année dernière. Ouais. Je me suis dit qu'un Bac+5, c'était quand même mieux dans la situation actuelle. Et je me suis un petit peu renseigné pour l'instant. Et donc j'avais vu l'école Novantia de Paris. Il y a aussi surtout l'EM de Strasbourg qui pour l'instant me convient très bien. Et pourquoi pas aller à l'étranger pour faire mes 2 ans de master. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui? Est-ce que les 3 ans suffisent? Est-ce qu'on peut trouver du travail et facilement à l'issue du bachelor? Ou est-ce qu'il faut continuer un petit peu, comme le dit Nicolas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a le discours et il y a la réalité. Dans le discours, nous entendons que nos recruteurs sont à la recherche de cadres à Bac+3 et les quelques étudiants qui rentrent sur le marché du travail à Bac+3 nous confirment qu'effectivement, il y a des postes à responsabilité à prendre à ce niveau-là. Mais la très très grande majorité de nos étudiants part faire un Bac+5. Les chiffres dans notre école, 80% d'entre eux continuent à un Bac+5 et dans des écoles supérieures de commerce. Et sur les 20% qui restent, la moitié d'entre eux font un master ailleurs dans une autre université en France ou à l'étranger. Donc très peu d'entre eux, aujourd'hui, partent sur le monde du travail. Par contre, je suis en train d'écrire dans une petite enveloppe et à mettre les choses en pari pour les 3 ans à venir. Les étudiants que nous sommes en train de recruter, je pense que d'ici 3 ans, on va voir un étudiant sur 3 partir sur le marché du travail à l'issue de son diplôme. Cette tendance, elle est d'autant plus avouée de mon côté que je suis proche de la frontière allemande et les éléments chiffrés de l'autre côté du Rhin sont à l'inverse des nôtres. Les 3/4 des étudiants à Bac+3 vont sur le marché du travail et ne reviennent en master que 1, 2, voire 5 ans après pour effectivement poursuivre leur acquis de compétences en matière universitaire et de progresser dans leur parcours professionnel. Ils se spécialisent après une expérience professionnelle très marquée de l'autre côté du Rhin. Et je pense que notre pays va suivre aussi cette tendance. C'est aussi le modèle anglo-saxon. C'est en France que le système, les parents poussent à tout prix vers le master qui devient la norme, c'est vrai. Et vers le master à toute vitesse. Il ne faut surtout pas perdre une année. Et effectivement, sans faire d'interruption, etc. Ce qui est important, c'est pour quel projet? C'est-à-dire s'il s'agit seulement d'empiler des années d'études pour aller à tout prix à Bac+5 sans véritable projet pertinent, c'est pas forcément pertinent justement. Et il y a je confirme, il y a vraiment des offres d'emploi, des opportunités dans un grand nombre d'entreprises pour s'insérer après un Bac+3. Quitte effectivement à revenir, à poursuivre, à revenir plus tard pour faire un master. Donc tout dépend véritablement du projet, de la filière et de voir un petit peu effectivement. Mais on peut à 3 comme plus tard, les 2 sont envisageables. Alors question de Bénédicte 35 maintenant. Est-ce qu'il faut venir à Paris pour passer le concours? Non. Non, pas forcément. Nous avons la chance d'être, vous l'avez entendu dès le début, nombreux dans notre concours Atout+3. Nous avons ouvert une 12aine de centres. Oui. Une dizaine de centres à travers le territoire. Strasbourg est l'un d'eux, Paris est l'un d'eux. Chaque école est centre de concours, à l'exclusion de Novantia qui n'a pas suffisamment de place pour accueillir tous les candidats sur l'Île-de-France. Donc il y a 2 centres en Île-de-France, soit chez Télécom École de Management à Évry, soit à la maison des examens d'Arcueil. Sans oublier le centre au niveau de Mtom. Oui, donc on a ouvert cette année un centre à Saint-Denis de la Réunion. Et peut-être un mot justement sur la répartition alors, puisque cette personne, si elle dit ça, elle veut certainement savoir si elle peut le faire proche de chez elle. Comment se fait la répartition des centres quand on s'inscrit? C'est savoir où est-ce qu'on va passer les... C'est une décision du lycéen. Il se positionne. C'est lui qui demande
Donc dans quel centre? l'inscription se passe sur Internet et donc on peut choisir la date à laquelle on souhaite passer les épreuves orales, les écoles, parce que c'est un moment de l'inscription aux oraux qu'on fait un choix d'école, donc de passer les oraux dans une ou plusieurs écoles, et un choix de centre de concours. Et en amont, les centres d'écrit de la même manière. Et De la même manière, pour le centre d'écrit, puisqu'on commence déjà par les écrits. Donc on peut faire le choix à l'inscription. J'anticipais, pardon. Ouais. Et on peut encore Tant mieux, anticiper. tant mieux si direct les oraux. Mais... Et on peut encore anticiper un cran de plus en parlant des journées de préparation aux écrits que chacune de nos écoles également organise en amont des écrits pour aider nos étudiants, nos futurs étudiants, nos lycéens à comprendre que c'est accessible. D'accord, vous faites bien d'en parler et je pense qu'on y reviendra par la suite parce que c'est une étape importante aussi, évidemment, la préparation par le biais de ces journées. Je pense que Nicolas a passé le concours à Strasbourg. C'est ça, moi je l'ai passé. Et vous êtes de Strasbourg d'ailleurs, Nicolas? En fait, j'ai passé l'écrit à Strasbourg et j'ai passé aussi un oral à Dijon. Et avant, j'habitais à Besançon avant de venir à Strasbourg. Bon, voilà, donc tout est envisageable. Question de Youssef, il faut passer un nouveau concours après le bachelor si on veut faire un master. Donc là, on repasse une fois qu'on est bien intégré. Alors ce concours qu'il évoque, c'est pour ce qui est effectivement une grande majorité de cas de nos étudiants, c'est qu'ils passent le concours passerelle. Donc ce sont des admissions qui sont organisées en deuxième année des programmes grande école de nos écoles. Après, il y a d'autres concours, il y a d'autres éléments, mais là nous sommes entre nos écoles bien connues et partenaires et avec lesquelles nous travaillons depuis ATOUP+3 et que nous retrouvons au niveau passerelle. Après, d'autres formations à Bac+5 nécessitent d'autres règlements d'admission. On peut penser à des dossiers dans certains masters universitaires, on peut penser à d'autres types de sélections qui existent, mais là c'est dépendant de chaque formation M1, M2 pour reprendre le langage du style LMD. Mais la réponse est clairement oui, c'est-à-dire qu'il faut passer le concours ATOUP+3 pour entrer en première année de bachelor et ensuite repasser un concours effectivement pour entrer en première année de master et pour faire les 2 années de master. Mais de la même manière que les candidats qui sortent d'une licence ou d'une licence professionnelle sont amenés à passer des concours d'admission parallèles dans les écoles de commerce et de management. Vous dites que le concours est gratuit pour les boursiers, ok, mais les frais de scolarité également? Question de Val. Alors, il y a dans les éléments de scolarité, chaque école a son règlement sur l'approche tarifaire. Nous sommes de notre côté composante de l'université, ce qui fait que les tarifs sur une partie des droits d'inscription universitaire sont liés à des conditions particulières de boursiers. Par contre, pour les autres éléments qui sont nos frais de scolarité propres à l'école, non, nous n'avons pas de tarifs particuliers, tous sont logés à la même enseigne. Okay. Et donc pour répondre plus généralement sur l'ensemble des 8 écoles, non, il n'y a pas de gratuité pour les boursiers. Maintenant, il y a un ensemble de dispositifs pour accompagner donc, les étudiants boursiers ou qui ont des difficultés financières. Ça ne doit pas être un frein. C'est vrai que c'est un investissement, hein, les études en école de commerce sont payantes. Maintenant, nous accueillons de plus en plus de boursiers Crous, boursiers d'État. Et dans la plupart du temps, chaque école a aussi un système de bourse interne sous forme d'exonération partielle de frais de scolarité. Et dans un certain nombre de cas, si on ajoute bourse plus exonération partielle, on arrive à la quasi-totalité des frais de scolarité. S'ajoutent à ça d'autres dispositifs tels que l'apprentissage, les parcours en alternance. Alors, ce n'est pas possible sur l'ensemble des 3 ans. La plupart du temps, c'est accessible seulement en 3e année. Mais dans certaines écoles, telles que Novancia à la rentrée prochaine, c'est possible pour la 2e et la 3e année. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas de frais de scolarité pour l'étudiant, puisque c'est censé être financé par l'entreprise via la taxe d'apprentissage. Et l'étudiant est salarié de l'entreprise, donc perçoit un salaire, qui est un pourcentage du SMIC. Alors j'attire simplement l'attention que c'est effectivement une solution pour financer ses études, mais c'est une solution exigeante, qui demande un fort investissement, puisqu'il faut être à la fois salarié en entreprise, donc travailler en entreprise, et poursuivre ses études à côté. Vous avez des exemples d'une manière générale, ça se fait en majorité ou est-ce que ce sont des cas exceptionnels sur les... Nous sommes en train de faire les certifications pour pouvoir le démarrer sur la rentrée prochaine ou la rentrée suivante, suivant le rythme administratif de traitement de notre dossier pour ce qui est de Strasbourg. J'ai moins d'informations sur les autres écoles. Alors, je n'ai pas le chiffre exact de nombre de places sur l'ensemble des 8 écoles, mais c'est plusieurs centaines de places. D'accord, donc c'est quand même répandu. Oui, et il y a une volonté de le développer parce qu'effectivement, tous les éléments sociaux, mais aussi d'insertion professionnelle nous poussent à y répondre de cette manière-là. Alors Maxime Picot, quelles sont les différentes épreuves écrites du concours et les coefficients qui vont avec?
Alors peut-être déjà quelles sont les épreuves? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, à l'écrit, 4 épreuves, une épreuve de synthèse en 2h30 pour le concours 2014, sur un dossier, sur un sujet d'actualité, donc c'est un dossier d'une quinzaine de pages environ. L'objectif, c'est de tester donc, les capacités de compréhension d'un texte par le candidat et sa capacité de rédaction et de sens de la synthèse donc, d'un dossier. Deuxième épreuve, c'est une épreuve de logique ouverture au monde, qui est sous forme de QCM, en 2 parties. Une partie donc logique, numérique, verbale, résolution de problèmes, commentaire de graphique. Donc là, l'objectif, c'est bien de tester la capacité de raisonnement du des candidat. éléments cognitifs. Et deuxième partie, c'est la partie ouverture au monde. Donc c'est là sur des questions d'actualité liées à la géographie, la géopolitique, faits d'actualité, personnalité, etc. Donc là, l'objectif, c'est de tester la curiosité et l'ouverture justement au monde de chacun des candidats. Et puis les épreuves de langue. Voilà. Donc, Okay. 2 épreuves de langue. 2 épreuves de langue, celle commune à tous les étudiants d'anglais, et puis la deuxième élective en fonction de leur langue vivante 2 qu'ils présentent, avec en langue vivante 2 des propositions en allemand, en italien, en espagnol et en chinois, je crois. Et en chinois, tout à fait. Alors, à préciser, pour la LV2, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. Donc ça ne pénalise pas les candidats, ça ne peut que leur amener des points supplémentaires. D'accord. Nicolas, peut-être un mot sur la manière dont vous avez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez passé ces épreuves-là. Non, c'est encore frais. On peut dire que c'était il y a 2 ans. C'était pas tout à fait le même type de concours, mais il y avait déjà ces épreuves de logique et l'épreuve de synthèse aussi. Enfin, l'écrit était très ressemblant. Et cette deuxième langue, justement, moi j'avais fait espagnol et c'était pas mon point fort. Et en fait, ce qui était bien, c'est que comme j'y suis allé en me disant que j'avais rien à perdre, j'ai vraiment donné, comment dire, ce que j'avais et je me suis dit c'est pas grave si je me rate et du coup j'ai eu une bonne note. En plus, du coup, en fait, c'était tout bénéfice. On y va très détendu et du coup Et on a plus de chance quelle est l'épreuve que vous avez préférée, alors si on peut dire, si vous en avez préféré une dans ces écrits? En parlant des écrits pour le moment. En parlant des écrits, je dirais que c'était la logique parce que c'était celle sur laquelle je m'étais le plus entraîné avec les annales. Et donc je savais vraiment à quoi m'attendre quand je suis tombé sur ma copie et donc j'ai pu aller vite et c'est les questions sur lesquelles je bloquais, j'ai pu y revenir à la fin. Et donc c'est celle où j'ai eu la meilleure note parce que c'est celle où je m'étais le plus entraîné. La logique, ça doit être agréable. Ouais. Si on a un peu de curiosité, ça doit être une épreuve sur laquelle on doit pouvoir se faire plaisir aussi. Et un prémisse à ce plaisir, je le vois parce que j'anime dans la journée de préparation aux écrits, je vois les lycéens qui sont plutôt fébriles à dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à répondre à ces questions et au fur et à mesure qu'on leur fait passer un QCM test pour les préparer, on les voit effectivement se détendre et commencer à comprendre qu'effectivement ce qu'on demande d'eux, c'est de montrer qu'ils sont effectivement pertinents, qu'ils ont du raisonnement, qu'ils ont le moyen de nous montrer ce qu'ils savent faire. Et puis en nous montrant qu'ils ont les moyens, ils sont d'autant mieux préparés dans ce contexte. Et c'est vrai que c'est un plaisir de les voir réagir à ce QCM qu'ils découvrent dans nos journées de préparation. D'accord. Du coup, peut-être que pour les épreuves qui ont une dimension très actuelle, là on parlait de l'actualité, des choses, les annales sont peut-être pas forcément très pertinentes. Il vaut mieux participer aux journées de préparation qui, elles, sont peut-être davantage... Non, il faut un mix des deux. Ne passez pas à côté des annales. Les épreuves sont bien explicites, bien corrigées, donnent de bons guides. Il y a une partie de la journée de préparation que je passe aussi à commenter la manière dont les annales sont construites pour justement permettre aux étudiants de mieux réviser, d'utiliser cet outil. Non, il faut faire un mix. Et je rajoute à cela de ne pas oublier ce qu'on a appris pour préparer son bac. Puisqu'ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans, ils ont appris tout au cours de leur cursus en lycée à construire un raisonnement, à répondre de manière raisonnée dans des matières comme l'histoire, la géographie, les sciences de la vie de la Terre. On leur a donné des techniques en français, voire en philo, sur des manières d'exposer effectivement leur réflexion. Tout ça, ça rentre comme nécessité dans les épreuves de synthèse et sur la culture générale à laquelle on fait appel en
en logique aussi. On va dire que le concours, c'est une bonne manière de préparer le bac aussi. Aussi, c'est Non, une autre... d'une certaine manière. C'est une approche différente, mais peut-être dans la chronologie. Oui. Alors, ce qui est important au-delà des annales, des journées de préparation, c'est aussi évidemment se tenir informé et être attentif à l'actualité, effectivement. Ça doit même pas être une révision, ça doit être naturel. Théoriquement. Alors, question de Xavrine. Comment jugez-vous le niveau de difficulté des épreuves écrites du concours? Est-ce que c'est dur selon vous? Alors, peut-être déjà directement demander au principal intéressé, enfin, en tout cas, celui qui les a passés récemment. C'est une question difficile parce que est-ce que c'est dur par rapport à quoi? C'est dur si on ne se prépare pas, c'est très très difficile. Après, si on vient à la JPE, si on prend journée de des préparation annales, écrites. pardon, la journée de préparation, Oui. si on prend des annales et qu'on suit l'actualité, c'est quand même relativement facile. Ça vous a semblé facile à vous quand vous les avez passés, hormis effectivement l'épreuve dont vous disiez, vous appréhendiez un petit peu la langue? Ben oui, parce que, comment dire, moi je me présentais sur 3 écoles, donc j'avais un plan A, B et C. Et du coup, j'avais bien révisé. Et du coup, en fait, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais, parce que pour la plupart des épreuves, je savais ce que j'allais avoir en face de moi. Et votre manière de vous préparer, ça a été donc les annales, les journées, et puis évidemment donc la révision du bac. La révision du bac et suivre un petit aussi. peu plus l'actualité que d'habitude aussi. Ouais. Et comment dire, en fait, c'est comme une épreuve de sport. C'est comme aller à une compétition sans s'entraîner. C'est espérer gagner, c'est très difficile. Voilà, il faut s'entraîner et puis c'est plus facile de gagner. D'accord. Ce qu'on peut dire, je pense plus généralement, c'est que c'est un concours qui est ouvert à tous les bacheliers ou futurs bacheliers, quelle que soit la section. Donc effectivement, on a plus de candidats qui viennent des sections ES, S et de plus en plus STMG, qui s'autocensurent trop souvent. Oui, je confirme. C'est justement l'occasion de leur dire. Voilà, mais c'est vraiment un concours qui est ouvert, qui n'est pas basé sur des connaissances. Donc qui ne demandent pas de connaissances particulières. Bon, les révisions du bac ne peuvent qu'aider, bien évidemment. Et donc ne nécessitent pas de préparation intensive au-delà de ce qu'on a déjà dit. D'accord. Je confirme. Pas mieux. Oui, pas mieux. Et c'est vraiment le message. Et le message que Nicolas passe aussi aux lycéens, qu'on rencontre justement sur ces différentes réunions de préparation, les stands où on nous présente nos formations, les étudiants sont avec nous pour justement faire ce côté, conviction, jeune lycéen, futur bachelier. Tu es prêt à pouvoir passer le concours parce que tu t'y entraînes naturellement déjà à travers le bac. Et puis si en plus de ça, tu utilises nos outils, vas-y. Peut-être un élément sur la difficulté. La question, c'est effectivement, est-ce qu'elles sont difficiles ces épreuves? Vous participez, peut-être, vous allez confirmer ou non, à l'élaboration de ces épreuves. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez quand vous préparez ces épreuves, de les faire plus ou moins difficiles, de voir la manière dont elles vont être appréhendées, ou est-ce que c'est un raisonnement que vous faites par rapport aux connaissances que vous demandez? Non, il n'y a pas de piège, on ne cherche pas à piéger le candidat, on cherche, comme j'ai essayé de le souligner, à repérer, à identifier un certain nombre de potentialités, de capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction, de curiosité, comme on l'a dit, de logique. Donc c'est surtout ça qu'on cherche à mesurer. Donc c'est un concours, il faut quand même le souligner. Donc l'admission dans les écoles dépend aussi des résultats et donc du classement, parce que c'est un concours, c'est pas seulement un examen. Donc ça peut être effectivement perçu comme plus ou moins facile par les candidats, mais plus on a de meilleurs résultats, plus on a de chances d'intégrer l'une ou l'autre école. Comme le disait Christian, on n'est pas là à la conception des épreuves pour piéger le futur bachelier. On sait qu'on s'adresse à de futurs bacheliers, on est sur un contexte de niveau d'épreuve qui est fait pour eux. On n'est pas à côté de la population qu'on vise. C'est à eux qu'on doit donner l'opportunité de nous rejoindre à travers de bonnes épreuves dans lesquelles ils exploitent leur talent. Et autant à l'écrit qu'à l'oral. Vous les élaborez quand, ces épreuves? C'est généralement en fin d'année, donc 3-4 mois avant le concours. Donc elles sont déjà évidemment prêtes et ficelées. Bien sûr. Elles sont sous pli confidentiel. confidentiel. On ne dira rien, d'accord. Nicolas n'est pas en mission d'espionnage. Non. Question de Bérangère, où achète-t-on les annales? Où peut-on se les procurer? Acheter, disponible gratuitement? Disponible sur le site.
Alors, elles sont téléchargeables sur le site Atout+3. Gratuitement. Oui. Ensuite, elles sont dans toutes les bonnes librairies, à la FNAC notamment, mais aussi ailleurs. Et sinon, donc, nous les diffusons gracieusement, gratuitement, lors des journées de préparation aux écrits. La dernière édition est disponible à la distribution et parmi les éléments que distribuent nos staffeurs, il y a cela aussi. Et les journées de préparation, elles ont déjà démarré. Il y en a encore quand, si on veut retrouver les dates? Alors, il en reste encore quelques-unes Voilà. dans certaines écoles, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je vous invite à consulter soit la brochure, soit le site Atout+3, donc pour de toute façon prendre connaissance des dates et vous inscrire à ces journées de préparation. Strasbourg, c'est mercredi prochain. Et je sais que Dijon, c'est samedi. Bon, bah ça en fait au moins 2, d'accord. Et le reste est disponible sur le site. Alors, question d'Hugo Hassler. Quelle moyenne faut-il aux écrits pour passer les oraux? Puis combien de moyenne faut-il pour être admis à l'EM Strasbourg, par exemple? Alors je vais dire, il faut une boule de cristal pour déjà le dire comme ça, dans la mesure où ça reste un concours. Voilà, mais nous définissons dans nos différentes écoles les barres d'admissibilité et effectivement, ça va vraiment... C'est très variable d'une année sur l'autre? Ou est-ce que ça se situe à peu près toujours à la même moyenne? On a une volonté quand même à être dans un certain niveau d'admissibilité. Alors en fonction des écoles, nous avons nos différentes contraintes par rapport aux effectifs que nous recrutons et effectivement, nous sommes heureux de constater que nous pouvons recruter nos meilleurs candidats, comme ça a pu être le cas l'an dernier sur notre établissement. Non, je reste très scrutateur des résultats de cette année. C'est un concours. Il est très difficile, Christian l'évoquait déjà auparavant, on est vraiment à regarder, à scruter les résultats de nos lycéens à ce concours. Et en fonction de cela, nous prendrons nos décisions par rapport au recrutement. Et nous saurons aussi comment adapter notre démarrage dans nos différentes écoles en fonction de ce recrutement. Oui, aussi. Alors, ce qu'on va préciser, sur les 8 écoles pour le concours 2014, il y a 1165 places ouvertes au total. Donc il y a des places à prendre. Préciser que le concours, on a parlé des épreuves écrites, mais le concours se passe en 2 temps. Et on n'a pas encore précisé, je pense qu'il est temps de le faire, que l'inscription se passe sur le portail admission post-bac, portail APB. Dernière ligne droite. Et donc tous les jeunes doivent savoir que la date limite approche, puisque c'est le 20 mars prochain et qu'il vaut mieux ne pas s'y prendre au dernier moment, puisque en général le site est saturé les derniers jours. Donc il est temps de le faire. Donc inscription au concours à Atout+3 et donc aux 8 écoles, puisque l'écrit est commun, vous l'avez compris, aux 8 écoles sur le portail, sur le site APB. Ensuite, les épreuves écrites se déroulent le samedi 12 avril sur une journée, dans les différents centres de concours. Et c'est ensuite que chaque école réunit ce qu'on appelle un jury d'admissibilité, arrête donc sa barre d'admissibilité et la liste des candidats admissibles. Ensuite, les candidats sont prévenus par email ou SMS selon les cas et sont invités à s'inscrire aux épreuves orales pour la deuxième partie du concours. C'est à ce moment-là qu'il y a un choix d'école à faire. Rien n'interdit de passer les oraux dans les 8 écoles, mais la moyenne est plutôt autour de 2 ou 3. Donc ça se passera sur le site Atout+3. Ils n'ont pas encore la fièvre du Tour de France des étudiants qui vont vers le programme grande école, mais ça va venir aussi, je pense. Pour les épreuves orales, il y a 2 épreuves, un entretien de motivation et une épreuve d'anglais oral. Une épreuve d'anglais à l'oral, voilà, on pourra revenir dessus si on va revenir. On a la partie orale et juste pour terminer au niveau du calendrier, à l'issue de ces épreuves orales, les écoles réunissent à ce moment-là ce qu'on appelle un jury d'admission. On ne pourra pas cette année donner les résultats d'admission puisque nous sommes sur le portail admission post-bac. Nous devons donc respecter les règles du jeu d'APB. Et c'est donc en fonction des résultats au concours et de l'ordre de classement des vœux des candidats que ceux-ci se verront proposer une formation ou une école par APB vers la fin juin. D'accord. Justement, une belle jonction avec la question suivante. Est-ce que tu as passé beaucoup d'oraux, Nicolas? Tu nous as dit tout à l'heure 2-3 écoles visées. C'est ça. Est-ce que c'était effectivement admissible dans ces 2-3 écoles à suite aux écrits? Oui, en fait, dans les écoles Atout+3, j'avais fait le l'ESC de Dijon et l'EM de Strasbourg. Et j'avais aussi fait l'école de Nancy, pour souci de proximité. Et donc j'ai fait 3 oraux, 3 épreuves orales et
j'ai vu que je m'étais amélioré sur l'épreuve orale à chaque fois. L'entretien individuel, le premier j'avais eu 10, le deuxième 12 et le troisième 14. Wow, belle progression. Voilà. Donc ce que je recommande encore, c'est de s'entraîner chez soi avant beaucoup pour s'attendre à un maximum de questions. Deux, trois écoles, c'est bien. 2-3 écoles, moi je pense que c'est plutôt suffisant. C'est la moyenne d'ailleurs. C'est la moyenne, oui, mais voilà. Est-ce qu'il y aurait tendance à en faire plus? Je pense que la tendance à en faire plus viendra de plus. 2 points à chaque fois, oui. Oui. Finir à 20 à la 6e école. Mais je pense qu'il y a le syndrome d'avoir le plus tard possible le choix de son école de destination, et donc on verra aussi augmenter le nombre d'euros passés par nos étudiants dans ce cadre de ce concours. Enfin, nous serons tous les deux scrutateurs des chiffres, comment ils évoluent. On voit déjà l'évolution à travers les inscriptions APB, et on aura peut-être aussi là des éléments à discuter sur pourquoi et comment plus d'étudiants passeront des euros parce qu'on est passé maintenant par ce type de processus. D'accord. Question de Claire, comment peut-on se préparer idéalement pour l'épreuve orale d'anglais? Est-ce qu'on peut se préparer de façon idéale à l'épreuve d'anglais? Est-ce qu'il y a une préparation supplémentaire pour ces épreuves de langue que celle qui Je commencerai par peut-être un premier paradoxe. Si la lycéenne arrive déjà à rêver en anglais, elle n'aura aucun souci à passer l'épreuve d'anglais. Ah oui, voilà. Oui. Vous voyez, je place bien le... Je ne sais pas si c'est très répandu en tout cas. Je ne sais pas si effectivement nos étudiants rêvent en anglais, mais dans la mesure où les épreuves d'anglais sont très importantes à l'écrit et à l'oral, nous avons quand même parmi nos étudiants des étudiants qui ont un très bon niveau d'anglais et qui savent qu'ils vont poursuivre leurs études avec des éléments de formation plus ou moins importants sur différentes écoles de notre 3e année totalement en anglais. Donc la notion d'être bien préparé pour l'épreuve d'anglais, c'est effectivement d'avoir un bon niveau d'anglais par le parcours pédagogique qui existe déjà au niveau du lycée, voire plus, parce qu'on a un contexte culturel qui fait qu'on a peut-être passé quelques séjours en Angleterre, quelques séjours aux États-Unis, des éléments de culture, de médias. J'ai 3 grands enfants qui ont fait une grande partie de leur culture anglaise à travers les versions originales de différentes séries, à défaut de certains grands films. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Voilà. Il confirme. Voilà, participe immédiatement à la réponse. Voilà, non. Oui. Il s'y reconnaît. Moi, en fait, j'étais très sceptique sur les séries en VO, et du coup, je m'y suis mis que une fois que j'ai intégré le bachelor, et j'ai regretté parce que, comment dire, ça aide beaucoup parce que, comment dire, on entend souvent en cours notre professeur parler anglais, un anglais britannique plutôt simple, avec des mots qu'on comprend déjà pour la plupart. Alors que quand on regarde une série, les acteurs ne... J'ai chaud là. Quand on regarde une série, les acteurs ne font pas d'efforts pour nous, donc on s'applique beaucoup plus à entendre, et puis on passe très vite plusieurs heures à écouter de l'anglais sans vraiment s'en rendre compte. On peut rajouter des sous-titres, parce que c'est quand même assez difficile de juste entendre l'anglais. Ça doit varier, oui, ça aide en fonction beaucoup. des accents. Tu penses à un ça c'est acteur important pour la écossais partie compréhension en anglais, Docteur. qui est importante, y compris à l'oral, parce qu'il faut déjà comprendre la question avant de pouvoir y répondre. On sait bien que c'est l'expression souvent qui pêche le plus. Et là, l'idéal, c'est effectivement de pouvoir partir dans un environnement anglo-saxon, ou au minimum de participer en cours, ça peut être un moyen. Mais c'est vrai de se forcer à s'exprimer en anglais, c'est aussi important. D'accord. Ou de se pouvoir, effectivement, dans les mois précédents, se familiariser, trouver des gens avec qui converser en langue anglaise, par des biais divers et variés. Il doit y avoir du jeu en ligne, par exemple. Mais tout ça, ce sont des éléments qu'on met en place dans nos parcours pour nos bachelors, pour qu'effectivement, ils rentrent dans différents modes de communication, en utilisant différents médias, et également cette possibilité de prendre en tandem l'apprentissage d'une langue, parce que nous avons dans nos écoles aussi des étudiants étrangers qui jouent le jeu des échanges linguistiques de ce point de vue-là. Alors Tristan, qui fait passer les entretiens? Peut-être 2 représentants déjà ici. Alors, oui, aussi. Mais dans nos différentes écoles, on est a priori au moins 2, si ce n'est 3. Alors peut-être sur les profils membres de l'école. De toute façon, un enseignant permanent de l'école, associé à un membre de l'administration, un ancien, un représentant d'entreprise. Nous y rajoutons systématiquement un représentant du monde professionnel. Toujours 2. Au moins 2, si ce n'est 3. Au moins 2, voire 3. Tout à fait. C'est pas une seule personne qui évalue et qui prend une décision, c'est toujours un avis partagé. C'est important.
Et comment faut-il s'habiller? La fameuse question qui revient dans toutes les interrogations des étudiants. Est-ce qu'il y a un dress code à tenir? Je veux bien répondre à cette question. Ah mais vous voyez, Déjà, vous pouvez. Parce Bien sûr. que, déjà, il faut, comment dire, pour les garçons, il faut mettre pas les habits du quotidien, donc jean, t-shirt, il faut éviter de venir comme ça. Il faut essayer d'avoir un costume ou au minimum une chemise. Et pour les filles, il faut s'habiller de façon classe mais décente. L'an dernier, j'ai participé à, comment dire, à l'organisation des oraux et donc j'ai vu des élèves défiler. J'ai vu des garçons habillés comment dire, comme tous les jours, Un peu cool. en ado un peu cool. Sûrement certains qui étaient allés en soirée avant, enfin, c'est repérable Ah oui, à des non, kilomètres. Mhm. Ça, c'est Pour autre les chose. filles, il y avait des filles qui avaient des habits plutôt comment dire, provocateurs et ça va pas les aider du tout. Du tout. D'accord, dans les donc épreuves plutôt orales. être décent. Aux épreuves écrites, on peut venir comme on veut, mais aux épreuves orales, faut être bien habillé, assez classe, mais décent. Alors l'avis des jurys. Il y a un côté respect de la situation. Je paraphrase ce que dit Nicolas. En tant que jury, on voit arriver un étudiant dont la posture montre qu'il n'est pas impliqué par l'histoire. En particulier, alors c'est sûr, c'est un peu caricatural de repérer le gars en jean avec le polo et pas forcément en train de nous raconter des choses fondamentales. Mais en tant que jury, on a de toute manière le devoir de voir si dans le fond, le candidat qu'on a devant nous n'est pas desservi par son dress code. Maintenant, il est malheureux parfois de constater que le dress code est à l'image du fond de ce qu'on peut effectivement imaginer comme potentiel chez les jeunes. Mais il est de notre devoir de laisser la porte ouverte, quelle que soit la situation du dress code. Mais C'est souvent concordant avec la personnalité. Est-ce qu'il vous est arrivé Il y a des corrélations. d'avoir des dress codes qui étaient surprenants, voire un peu folkloriques, Mhm. avec des profils Oui. de gens qui l'assumaient, qui le défendaient et qui en faisaient un atout? Je vais dire rapidement oui, dans la mesure où dans certains types de contextes d'entretien individuel où l'étudiant présente du projet personnel, du centre d'intérêt, il a aussi une volonté à être raccord avec son projet. Donc il y a eu un fan de musique un peu dur à écouter pour moi, mais, mais là encore, il est important qu'on sache avoir une posture ouverte par rapport au contexte. Et, effectivement, sa présentation était structurée, ses éléments étaient structurés, et il nous a mis dans le bain de ce qui, lui, le passionne, et il avait une note pour être admissible sur la suite du parcours. Mais voilà, c'est difficile de dire à un lycéen qu'il pourrait faire ce qu'il veut pour venir, dans la mesure où s'il fait ce qu'il veut, il risque de ne pas respecter le contexte de l'entretien. Et si dans le contexte de l'entretien, il prend les choses au sérieux, il va mettre les choses en place pour qu'on ne soit pas orienté par un risque qu'un a priori nous fasse dire, vu à quoi il ressemble, il y a peu de chances qu'il vienne chez nous. Non, ça, il faut qu'on puisse l'éviter. Et c'est pas que les vêtements, c'est une posture, c'est tout un bonhomme. Christian? Je crois que, bon, il est important de rappeler que c'est quand même un entretien de recrutement. Oui. Donc, il n'y a pas de normes en tant que telles. C'est pas cravate obligatoire ou tenue de soirée obligatoire. Ce qui compte, c'est aussi, d'une soirée, précédemment. À ce moment-là, oui. effectivement. c'est aussi rester naturel. Et ce qu'on cherche, et c'est derrière ce que je cherche aussi à repérer les entreprises par la suite, c'est à détecter, là encore, des potentialités, une personnalité. Et c'est ça qui compte avant tout. Maintenant, effectivement, si on vient complètement débraillé... Débraillé, pas en forme, pas préparé, ça se voit vite. Et ce qui va surtout être rédhibitoire, c'est le pas préparé et avec rien à dire, plus que le dress code. Ouais. D'accord, Ouais, donc c'est ça le plus effectivement, important. on note quand même une ouverture dans vos discours, malgré... Mais l'étudiant, Nicolas mettait la barre très, quand Enfin, même de façon très Je voulais dire qu'il fallait formelle, être mais respectueux dans le sens où on venait pas, c'est pas quelque chose, comment dire, d'habituel, donc il faut... Le fond s'habiller prime bien. sur la forme, Mhm. mais la forme peut influer sur le fond. Oui. ces En tout cas, il étudiants faut savent assumer qu'ils le sont fond et dans un la forme. contexte où ils ont du monde en face d'eux, qui est un enseignant qu'ils vont rencontrer par la suite s'ils sont admis dans l'école, et un professionnel qui, avec nos particularités de business school, font que ce sont des professionnels qui nous connaissent bien, qui connaissent bien notre école, et qui sont susceptiblement, potentiellement des recruteurs. Ah, bien sûr. Donc c'est déjà un début. Mhm. Et si Ça la prise de commence là. conscience est là, c'est aussi un point de plus.
Alors, Jeff, y a-t-il une limite d'âge pour passer le concours? Oui, il faut être âgé de moins de 26 ans au plus tard au 31 décembre de l'année où on intégrera. Question de Mélusine. Ça me stresse beaucoup ce concours, et il y a plusieurs questions comme ça. C'est vrai que vous ne regardez pas le dossier scolaire. Est-ce que le dossier C'est scolaire un concours. est pris en compte? Nous n'avons pas de ligne où nous lisons le dossier scolaire. C'est le Ni à concours. l'écrit, ni à l'oral. Et, L'oral, le passé, non. et le lycéen est admis sous réserve qu'il ait son baccalauréat. Le juge de paix final sera le baccalauréat. Tout à fait, oui, on ne l'a pas précisé, mais il faut non seulement réussir le concours, mais également obtenir le bac. Hein. C'est Oui. une des conditions pour pouvoir intégrer. Effectivement, on ne l'a pas précisé. Maintenant, sur la question, c'est effectivement un concours et c'est une volonté délibérée de ne pas tenir compte du dossier scolaire. Parce qu'on sait pourquoi on n'en tient pas compte, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des variations importantes d'un lycée à un autre, d'un établissement à un autre, même d'un prof à un autre. Et l'avantage du concours, c'est que c'est la même chose pour tout le monde. Donc c'est vraiment sur le moment. C'est les Voilà. résultats du concours. Alors maintenant, c'est aussi rien n'empêche les candidats, en se présentant aux oraux, de mettre en avant leurs expériences, leur séjour à l'étranger, leur engagement dans la vie associative, par exemple, mettre en avant un certain nombre de choses qui font partie de leur expérience de vie, qui est courte, mais qui existe quand même. Et on leur en donne la possibilité parce que dans le contexte de ces phénomènes de passage des oraux, on leur demande de remplir une sorte de CV avec justement ces différents éléments de vie qui nous permettent aussi de voir quelle est la richesse du personnage qu'on a en face de nous. C'est une discussion très élargie, l'oral. Chez nous, oui, effectivement, et dans la plupart de nos écoles, oui. Surtout, vous n'avez pas de questions spécifiques. Comment ça se déroule d'ailleurs concrètement? Comment vous ouvrez? Est-ce que c'est l'étudiant qui se présente? Est-ce que vous avez une question pour démarrer l'entretien? Nous donnons la parole à l'étudiant qui nous présente un projet personnel, un centre d'intérêt sur la première moitié du temps qu'on passe avec lui. Et selon la richesse et l'intérêt et la passion qu'il a, on continue de dialoguer avec lui sur le sujet pour détecter quoi? On va détecter chez lui des éléments de potentialité qui sont cohérents avec ce qu'on veut faire. On défend des valeurs dans nos écoles, on cherche à avoir des managers responsables à la sortie. S'il y a déjà des petites choses semées dans les petites expériences qu'ils nous font passer à travers ça, on est à l'écoute de ça. Vous cherchez la même chose chez tous les étudiants que vous souhaitez recruter, ou vous cherchez des profils différents du coup en fonction des gens que vous avez en face, vous creusez dans telle ou telle direction pour essayer de trouver des éléments Non, alors ça je crois que c'est important, il n'y a pas de profil type. On cherche, comme je disais, avant tout des personnalités, des potentialités et la diversité la plus large possible. Donc ça c'est très important. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On était sur la notion de diversité dans le recrutement des personnalités. C'est là où je te rejoins, Christian. On pourrait dire globalement, on recherche tous des graines de futurs managers responsables. Maintenant, derrière ça, pour en faire un, dans des domaines aussi divers et variés que sont nos sciences de business school, forcément, il y aura certains dont, je vais aller sur d'autres terrains, dont le côté mathématique va les pousser à se positionner dans certaines filières plutôt que dans d'autres. Certains plus sensibles au côté social du rôle du manager vont s'orienter effectivement vers d'autres postes de manager. Donc cette diversité viendra forcément dans un des champs de compétences dans lequel cet étudiant va se spécialiser, mais la diversité viendra de ce que fait le personnage dans ce contexte-là. On a des jeunes qui sont déjà allés, qui continueront dans les modes projets de nos écoles, aller vers des projets humanitaires. Et c'est des choses qui enrichissent eux-mêmes dans leur parcours pendant ces 3 ans, mais aussi il y a un phénomène de contamination de leurs congénères dans la promotion qui fait qu'ils emmènent avec eux des jeunes qui n'avaient pas encore cette fibre-là. Et on a maintenant une équipe qui est en train de bouger sur le monde de l'entreprise. Là aussi, ils ont contaminé 2-3 autres pour faire un projet entrepreneurial. Ils sont forcément différents. Mais globalement, on a quand même une grande direction du manager responsable dans l'avenir incertain que le nôtre. Oui, et je crois que c'est important de souligner que, comme on le disait tout à l'heure, qu'on n'attend pas un projet professionnel ficelé à 17, 18 ou 19 ans, bien évidemment. Oui. C'est normal de ne pas très bien savoir ce qu'on veut faire quand on a 18 ans, qu'on va passer le bac ou qu'on en sort à peine.
Donc c'est vraiment des potentialités qu'on cherche à Faire détecter. s'exprimer. Alors un conseil quand même, c'est de jeter un coup d'œil sur ce que proposent les écoles, notamment au niveau des programmes bachelor, ne serait-ce que pour poser des questions, pour montrer son intérêt Oui, que ce soit dans les deux sens. et montrer que bon, on a pris la peine de s'y intéresser et d'essayer de mettre en relation le projet donc, du bachelor, le programme, et ce qu'on a fait ou ce qu'on souhaite faire par la suite. Si vous dites ça, si vous le soulignez, c'est que c'est pas forcément toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais c'est un bon moyen de préparer son oral. Peut-être, on parle beaucoup des oraux, donc on entend un petit peu le point de vue d'un côté de la table. De l'autre côté de cette table, Nicolas, comment est-ce que vous avez appréhendé cet oral, cette discussion? Comment vous avez ressenti la discussion avec vos scrutateurs? Moi, je sais plus très bien qui c'est qui disait ça, je stressais aussi beaucoup. Et en fait, donc, comme pour l'écrit, je m'étais plutôt bien préparé. J'avais essayé au maximum de parler avec quelqu'un, d'anticiper des questions. Répétition générale de cette manière-là. Il faut essayer d'anticiper les questions qu'on peut avoir pour ne pas se retrouver surpris et ne rien savoir dire. Et donc, comme vous l'avez dit aussi, il faut se renseigner sur là où on va, quoi. C'est nous, mais c'est aussi vous. Et alors, comment vous les avez sentis, en fait, je trouve qu'ils sont en face. J'avais très peur que ce soit des personnes, je vais pas dire méchantes, mais comment dire, très, très sérieuses et qui me fassent peur. Mais en fait, non, ils sont plus là pour nous aider qu'autre chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réussisse. Et comment dire, il n'y avait pas vraiment ils ne mettaient pas de piège ou quoi que ce soit. Pas de bâton dans les roues, c'était vraiment une discussion. Voilà, c'est ça. À 3 ou 4, je ne sais pas combien ils étaient. Moi, j'avais 2 personnes à chaque fois. Et si je peux donner un petit conseil pour ça, pour les lycéens, surtout, c'est de regarder les 2 personnes à qui on parle, même s'il n'y en a qu'une qui nous parle. Parce que si on reste fixe sur une personne et qu'on ne regarde pas l'autre, ça... C'est un petit truc, vous avez raison de le préciser, absolument. Voilà. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose que j'ai oublié. Pardon. Bon, on y revient après alors. Si vous... Question de Timor. Nicolas, pourquoi avoir choisi Affaires internationales? Est-ce que les cours sont en anglais? À partir de maintenant, tous mes cours sont en anglais. Donc je suis au milieu de ma 2e année. Et jusqu'à la fin de ma 3e année, oui, tous mes cours sont en anglais. Moi, j'ai choisi international parce que j'aime bien l'anglais. C'est... une matière dans laquelle je m'en sors bien, de mieux en mieux maintenant. J'étais parti en première année, j'étais parti 3 mois à New York, donc ça a pas mal aidé. C'était vraiment, c'est jusqu'ici le séjour que j'ai le plus aimé de toute ma vie. Il va y avoir la 3e année, on va voir. Voilà, on part avec nos amis, on va à New York, donc on se débrouille pour y aller. Une fois là-bas, on parle anglais avec tous les gens qu'on a, donc c'est quand même très accentué sur l'international, et c'est moi ce que je recherchais, parce que plus tard peut-être j'envisage d'avoir un métier dans un pays anglophone. D'accord, donc pour vous c'est partir à l'étranger effectivement à l'issue de votre formation, qu'elle dure 3 ou 5 ou peut-être davantage. Et déjà au cours de la formation si possible. Voilà. Déjà. Si je peux rebondir sur la question qu'on posait d'entrée de jeu, pourquoi intégrer une école de commerce, pour quelle raison, quel intérêt? Il y a 4 points qui me paraissent importants très rapidement. Celle qu'a souligné Nicolas, la dimension internationale, c'est-à-dire que les étudiants ont de multiples occasions de pouvoir partir à l'étranger, que ce soit pour des périodes d'études, des périodes académiques, on a des accords d'échange, voire des accords de double diplôme, mais aussi pour des stages. Et c'est très important parce que ce sont les entreprises qui nous disent l'anglais est incontournable, et même si on ne fait pas forcément le choix de s'expatrier, d'aller travailler à l'étranger, de toute façon on est dans un monde globalisé, mondialisé, et l'anglais est vraiment incontournable. Et non seulement la maîtrise des langues et de l'anglais, mais la capacité de travailler avec des gens très divers, des équipes multiculturelles de plus en plus, donc c'est vraiment une dimension très importante. Deuxième dimension, c'est bien évidemment le fait d'intégrer une école de commerce, c'est de profiter de l'ensemble des moyens, des infrastructures d'une grande école. Alors, tout d'abord le corps professoral qui intervient aussi bien au niveau du bachelor qu'au niveau supérieur pour le master, mais c'est aussi des moyens informatiques, médias numériques, bases de données, etc. Troisième dimension, c'est la dimension relation entreprise, lien avec le monde professionnel. La plupart des écoles de commerce ont été créées
où ont des liens, c'est même vrai à Strasbourg, par les chambres de commerce, donc par des chefs d'entreprise. Et continuer à être porté par des entreprises partenaires de l'école. Tout à fait. Ce qui facilite évidemment les choses pour trouver des entreprises d'accueil pour des stages, des contrats d'apprentissage et plus tard à la sortie pour trouver un emploi. Enfin, dernier point, c'est tout ce qui est lié à la vie étudiante et associative. Donc c'est pas seulement la fête, même si évidemment ça fait partie de la vie étudiante, mais je préfère mettre l'accent sur les projets, puisque la plupart des écoles ont une pédagogie par projet tout au long de cursus. Donc c'est très important là aussi d'apprendre à travailler en équipe et de mettre en pratique ce qu'on apprend. C'est-à-dire que le bachelor, c'est pas simplement acquérir des connaissances, c'est les mettre en pratique à travers les stages, l'apprentissage et les projets qui sont inscrits. Pour que ça devienne véritablement des compétences et après se préparer à une future évolution professionnelle. Voilà les 4 points que je voulais mettre en avant. Oui, l'étudiant fait déjà le choix après le bac à rentrer dans un système d'école de commerce, d'école supérieure de commerce, une business school, et on donne cette opportunité dès le bac. C'est effectivement un contexte, un environnement, et après on peut compléter sur l'approche projet que tu évoquais. C'est vrai qu'on l'a inscrit dans nos formations, dans nos cursus. Aussi un mode de dispense de la formation qui passe par beaucoup d'équipes projets, beaucoup de constitutions, de présentations collaboratives entre les différents étudiants. Parfois un point où leur agenda, je pense en particulier le nôtre en 2e année, qui est très, très conséquent sur les différents travaux de groupe qui sont à mener. Et on retrouve ni plus ni moins qu'un les prémices du mode projet qu'on voit dans nos entreprises et là où ils seront embauchés d'ici quelques mois. Est-ce qu'en bachelor, il y a une grosse charge de travail? C'est une question de Xavier. Je vais comparer, ça se fait pas trop, mais je vais comparer à la prépa où j'entends mes amis qui sont en prépa dire on a plein de travail, on dort pas. Non, ça va. Il y a du travail, mais c'est respectable. On peut faire tout ce qu'on a à faire dans des délais raisonnables. C'est un peu ce que vous disiez. Il y a une charge, mais aussi, c'est pas une surcharge. C'est quand même pas trop. Enfin, est-ce que le bachelor est cumulable avec un travail à côté, si on veut payer? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça laisse un peu de temps en dehors? Enfin, vous pouvez tous les trois intervenir sur ça. Bien sûr. Je pense que il y a de plus en plus d'étudiants qui sont amenés effectivement à travailler pendant leurs études pour financer leurs études et pour financer leurs frais de vie. Sur l'aspect du bachelor plus particulièrement. Sur le bachelor, souvent les candidats posent la question combien d'heures de cours, etc. Donc là, ça peut varier d'une école à l'autre et d'une période à l'autre, notamment quand ils sont en alternance. Mais grosso modo, c'est autour de 25 heures par semaine. Mais c'est différent du lycée dans le sens qu'il y a beaucoup plus de travail à la fois individuel, personnel. C'est-à-dire qu'il faut préparer les cours en amont. Il faut les approfondir en aval. Et puis, il y a toute la partie, notamment liée au projet, de travail en équipe. Et là, c'est aussi aux étudiants à se prendre en charge, à s'organiser entre eux pour pouvoir tout mener de front. Et là, le volume d'heures, j'ai quand même entendu là en 2e année au rythme de leurs différents projets à mener, qui sont arrivés sur des rythmes horaires qui n'avaient pas forcément quelque chose à envier à vos collègues de classe prépa. Mais globalement, on est dans ce rythme de cours de 20-25 heures par semaine, mais qui suppose 2 à 3 fois plus de volume de travail personnel. D'accord. Donc c'est cours dans l'agenda et après quand on se dit pas chouette j'ai tout ça de livre, c'est chouette j'ai tout ça pour travailler tout seul et il faut avec les copains pour monter le projet. D'accord, donc effectivement il y a une charge de travail au sein de l'établissement, mais il y a aussi toute une partie à côté qu'il est nécessaire de bien. C'est ça. Sans caricatural, leur évaluation, les meilleurs d'entre eux, on le voit bien sur le côté implication dans tout ce qui se passe au-delà des cours. C'est bien là que vous faites la différence, et la différence de votre travail rendu est très visible là-dessus. Alors je vous rappelle qu'il reste quelques minutes pour ce chat. Voilà, il reste 5 grosses minutes, donc on a encore quelques questions. Mais si vous voulez poser les dernières, c'est maintenant. C'est pas trop tard. Question de B-Boy, les stages, est-ce que c'est dès la première année? Oui. En cœur. C'est même de plus en plus souvent à l'international dès la première année. D'accord.
On en a aussi. L'idée, c'est de plonger les étudiants le plus tôt possible dans un environnement international, si possible anglophone, parce que l'objectif, c'est effectivement de progresser le plus vite possible en anglais, pour être capable par la suite, notamment, d'aller suivre des cours en langue anglaise chez des partenaires internationaux. Comme Nicolas, donc 3 mois aux États-Unis, par exemple. D'études, ouais. Après les stages, je vois, nous, dans notre école, on a 7 mois qui sont obligatoires. Donc quand on sort des 3 ans, on a déjà 7 mois de stage sur le terrain. Sur la ce qui est période quand de même 3 ans, déjà... il faut faire 7 mois minimum. C'est minimum, voilà, on peut en faire. On peut en faire plus. Bon, après, l'agenda fait qu'il est plus difficile d'en faire plus que 10 mois sur l'ensemble des 3 ans. Et justement, Babar vous me dit, est-ce qu'on peut partir 1 an à l'étranger en bachelor? Alors, je ne sais pas dans le cadre du bachelor ou est-ce qu'on peut s'arrêter au milieu? Alors ça, c'est différents règlements qui pourraient permettre, suivant le cas, de placer une année de professionnalisation ou une année sabbatique, suivant ça, c'est les règlements individuels de chaque établissement qui peuvent le permettre. Je sais que je le permets chez nous, mais il y a aussi le fait de prévoir avec les partenaires que nous avons évoqués déjà auparavant, nos universités partenaires, nos business schools partenaires à l'étranger peuvent accueillir nos étudiants sur 1 ou 2 semestres et c'est effectivement, comment dire, si ces étudiants, dès le Bac+3, ont cette opportunité, qu'ils en profitent, qu'ils regardent bien où ils ont envie d'aller aussi, je veux dire avec ce mot envie qui n'est pas très rationnel, mais il y a bien des choses qui sont liées à vos envies, à vos démarrages de projets. Regardez les partenariats qui sont dans les différentes écoles. Si vous avez un projet, j'ai un jeune, là, je pense à ça, je rebondis là-dessus, qui a un projet dans le monde du luxe et de la mode sur Londres, il a repéré ce qu'il était pour lui possible de passer effectivement 3 mois à Londres pour préparer son projet qui va monter dans 2 ans. Ce sont des éléments comme ceux-là qui lui permettent de voir l'internationalisation. Donc oui, la plupart d'entre nous permettent de partir à l'étranger, soit en année intermédiaire qui les pousse à perdre 1 an jusqu'à arriver jusqu'à leur diplôme final, mais en fait c'est une véritable expérience qu'ils auront. C'est vraiment pas perdu, ça c'est un message pour les parents plus que pour les jeunes. Et puis sinon, c'est d'exploiter ce que nous avons dans nos parcours. Nos parcours leur permettent de partir à l'étranger assez facilement dans toutes nos écoles. On les encourage plutôt à partir soit en accord d'échange, généralement c'est pour 1 semestre, mais ça peut être aussi, mais les places sont plus limitées et réservées donc aux meilleurs, notamment en anglais, peuvent partir 1 année complète dans le cadre de ce qu'on appelle des accords de double diplôme. Donc ils permettent d'obtenir le bachelor français, mais aussi le diplôme du partenaire international. Alors, question d'Annie Goncalves, si on échoue au concours, est-ce qu'on a le droit de le repasser? L'an prochain, oui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a qu'une session par an. Donc. On retrouvera la limite d'âge tôt ou tard. Après, voilà. Jusqu'à 26 ans, vous pouvez le repasser à partir de... Comme il y a toujours le risque d'échouer au concours, c'est pour ça aussi qu'il faut en tenter plusieurs, si je puis dire. En post-bac, il y a plusieurs options, donc il faut assurer ses arrières, si je puis dire. Alors, question de Pierre, la vie associative est-elle vraiment importante dans les écoles de commerce? Vous nous avez un petit peu donné un avis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Elle est développée dans toutes les écoles. Alors, il y a effectivement les bureaux des élèves, les BDE, mais il y a aussi des juniors entreprises, donc pour des activités plus professionnelles, des bureaux des arts sur tous les aspects culturels. Il y a également souvent des associations humanitaires donc, qui interviennent pour des événements type 4L Trophy ou d'autres types d'événements. C'est des choses qui sont connues chez nous aussi. Bon, c'est en progression chez nous, à la mesure où il y a aussi toute une intégration de ce bachelor dans le contexte d'une école qui, depuis très longtemps, a un programme grande école. Ça se passe aussi à leur niveau d'étudiants. Donc il y a un bureau des élèves qui est bien construit, bien structuré au niveau du bachelor et qui tente d'interagir le plus possible avec celui du programme grande école. C'est malgré tout des jeunes qui n'ont pas tout à fait le même âge, qui n'ont pas forcément les mêmes envies d'activité. Et on est en train d'observer comment on peut leur faciliter ce travail. Alors, au bureau des élèves, les dernières activités, c'est le voyage à Amsterdam collectif. C'est ça, on allait visiter, c'était le week-end dernier. Ouais. On est allé visiter Amsterdam du vendredi matin au dimanche soir. Quoi. Enfin, c'est toujours très appréciable. Bien sûr, agréable. De pouvoir bouger, parler anglais, tout ça. D'accord, bon, on arrive bientôt au terme. Peut-être rappeler les dates pour l'inscription, donc pour les étudiants qui nous rejoindraient en cours. Donc, dernier rappel, inscription au concours A+3 sur le site APB. Donc, c'est impérativement au plus tard
le 20 mars, mais si possible avant, puisque dans les derniers jours, le site est saturé. Et donc ensuite... compléter l'information sur le site du concours à tout plus 3 voilà, aussi, par rapport au centre d'écrit, à la journée de préparation aux écrits. Et puis c'est le point de départ aussi pour savoir où se trouve l'information, pour les heureux admissibles pour la suite. Exactement. Merci. Un mot à ajouter. De toute façon, on va faire une petite conclusion, justement un petit tour de table pour conclure cette heure de chat. Alors peut-être on va commencer par le plus jeune, Nicolas. Bah, on va faire le tour comme ça. Je vais pour donner une réponse globale, je dirais que plus on s'entraîne au concours et plus la victoire sera facile. Bon, voilà. Très bien. Venez vivre votre projet au sein d'un bachelor. Si possible à Strasbourg aussi. Entre autres, on est très collaboratif avec nos partenaires. Laissons Christian apporter la parole globale. En conclusion, je dirais qu'il y a des places à prendre dans les écoles de commerce et derrière dans les entreprises. D'accord. Merci à tous les trois pour ces réponses qui, je pense, ont été assez fournies, assez complètes. Merci à tous les internautes, à tous les jeunes étudiants donc, qui allaient plancher bientôt pour vous inscrire et pour passer à la fois évidemment le concours, mais aussi, on l'a bien compris, le bac, parce que ça ne servira pas à grand chose si vous avez le concours et pas le bac. Bon courage. Je vous rappelle que si vous êtes évidemment admissible aux écrits quelques jours plus tard, vous aurez la possibilité de vous adresser à chacune des écoles via un chat dédié pour la préparation des oraux. Vous aurez toutes les informations sur le site @tout+3. Restez au contact. Une nouvelle fois, merci et puis peut-être bon courage. Ça peut être le mot de la fin. Bon courage à tous. Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir.